Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Aujourd'hui, on va traiter pas d'un véhicule en particulier, mais ça va être un top, plutôt d'ailleurs un flop 5 aujourd'hui, puisque j'entends beaucoup de choses et que du coup, je vais donner mon avis. J'entends beaucoup de choses au sujet des voitures asiatiques. Et d'ailleurs surtout japonaises, mais voitures asiatiques étant des voitures très fiables, ce qui est pas faux de manière générale. Par contre, c'est pas forcément une vérité absolue. C'est pas parce que c'est estampillé asiatique que c'est forcément sans problème ou sans une garantie de totale qualité et totale durée de vie. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de modèles qui posent problème et c'est quand même beaucoup passé sous silence. On oublie quand même de dire que ça reste des voitures faites à la chaîne par des grands groupes internationaux et que du coup elles peuvent être aussi impactées par des soucis. Et donc aujourd'hui on va faire une revue d'effectifs de quelques modèles posant problème. Et quand je dis problème, c'est pas une avarie légère, ça va être des pannes à plusieurs milliers d'euros, voire le prix de la voiture, et ce qui fait que ça devient des voitures non fiables, ça devient des poubelles, ça devient des voitures qu'on ne veut pas. Alors malheureusement, si vous êtes propriétaire de ces voitures-là, je vous souhaite pas du mal, mais il y a quand même des chances, si vous n'avez pas eu le problème en question, vous allez certainement y passer. Et si vous y passez jamais, achetez un ticket de loto parce qu'a priori, elles ont ça. Autre chose aussi que je voulais dire, cette vidéo là, c'est que j'entends souvent le terme voiture ou moteur increvable. Ça veut rien dire non plus. Il faut arrêter avec ces termes là, increvable, ça veut rien dire. Moi, le seul truc que ça me fait penser increvable, c'est la botte secrète au billboard. C'est tout, sinon ça vaut pas grand chose. Donc bon, ça c'était la petite mise au point, hein. Si vous voulez continuer à dire increvable, dites-le, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'un moteur va être costaud que la voiture ne va pas avoir d'autres soucis plus importants. Donc bon, voilà, c'était ce que je pense à ce sujet là. On va commencer par le souci sur lequel on va parler là. C'est un souci qui est extrêmement grave puisque ça impacte un nombre de moteurs assez important, sauf qu'en France et en Europe, surtout en France d'ailleurs, c'est pas tellement vendu, donc c'est pas très populaire, donc c'est pour ça que je vais le mettre 5e. Par contre, quand vous avez ça, vous avez forcément le moteur HS, et donc forcément ça coûte extrêmement cher. Et elles l'ont toutes. C'est le moteur Mazda 2 litres de diesel. On va commencer par celui-là. C'est un moteur qui est sorti au début des années 2010, en 2011-2012 pour être précis. C'est un moteur donc diesel qui fait aux alentours de 150 chevaux. C'est un 2 litres 2. Moteur que évidemment était un peu moins prisé aujourd'hui, mais extrêmement prisé il n'y a pas si longtemps encore, hein, quand il n'y avait pas, du moins les lobbies écologiques étaient portés sur les voitures essence et pas sur les voitures diesel. Aujourd'hui, les lobbies écologiques sont sur le diesel. Et donc ces moteurs Mazda 2 litres 2 ont équipé les Mazda 3, les Mazda 6, les CX3, CX7 je crois, enfin bref, il y a eu toute la gamme qui a eu droit à ce moteur là. Alors autant dire que c'est un moteur agréable, sauf qu'il a une tendance à avoir des problèmes de pompe à huile qui font qu'il y a une rupture totale du moteur à l'intérieur. S'il y a rupture totale à l'intérieur du moteur, ça marche tout de suite moins bien. Donc du coup moi je le mets 5e. Vous aurez peu l'occasion d'acheter cette voiture là puisque bon, les Mazda sont quand même très peu présentes en France. Par contre évidemment ce problème là est tout de suite très coûteux, hein. C'est des factures à 4, 5, 10 000 euros. Aujourd'hui c'est toujours pas réglé, ils vendent toujours ce moteur de litre de diesel qui est toujours une catastrophe, mais évidemment et ça fait 10 ans que c'est problématique. Tous les 2 ans, tous les 3 ans ils vous disent que ça s'améliore, qu'il y a une meilleure qualité sur les pompes à huile, mais en fait c'est pas vrai. Je sais pas ce que c'est, si c'est la chaîne de la pompe à huile qui lâche ou quoi,
mais en tout cas ça vous casse le moteur net. Et du coup il n'y a pas possibilité de rentrer à la maison, c'est rentrer avec la dépanneuse et c'est tout. Ça va pas être une marque ni un modèle, ça va plutôt être d'ailleurs c'est même pas un moteur, ça va être un nombre assez important de véhicules asiatiques. Alors la plupart des véhicules coréens diesel, surtout équipés des 2 litres CRDI, mais en plus de ça vous avez les Mitsubishi Pajero, vous avez beaucoup de 4x4 qui vont avoir ces problèmes là. C'est des problèmes de pompe à injection à cause d'un problème de revêtement dans le réservoir. Alors ça touche essentiellement les 4x4 Mitsubishi, ça touche aussi beaucoup les monospaces, les SUV, les 4x4 coréens, je sais pas moi, les Terracan, les Tucson, comment ils appelaient ça avant, même je crois les Magentis et tout, enfin bref, il y avait toutes ces les iX35 etc etc. Il y a la matière des réservoirs qui se décolle à l'intérieur parce que le carburant a priori diesel est différent entre les voitures européennes, ou du moins le carburant est un peu différent entre les véhicules européens et peut-être les véhicules asiatiques, j'en sais rien, ou d'autres marchés. En tout cas j'ai pas vu d'informations sur le fait qu'en Asie ou ailleurs ils aient des problèmes avec les réservoirs de diesel, mais du coup ce qui se passe c'est que vous avez donc la matière qui est dans les réservoirs qui se détache, ça fait donc plein de petites particules. Ces particules se mettent dans le filtre à gasoil et certaines, alors soit vous changez votre filtre à gasoil très souvent, soit vous mettez même des pré-filtres. Il y en a qui font ça, ils mettent des pré-filtres à carburant pour essayer de sauver aussi leur filtre et faire une double filtration, mais malgré tout ça ne fonctionne pas systématiquement et du coup ça vous bouche la pompe, ça vous la bloque et ça sature. Alors sur un Pajero, quand vous avez ce problème là, la pompe à injection c'est déjà 2500-3000 € sans la main d'œuvre. Évidemment faut la remplacer, il faut également remplacer le réservoir, ça vaut entre 500 et 1000, vous êtes déjà à 3500 sans la main d'œuvre. Puis après il peut y avoir aussi d'autres avaries à côté, hein, peut-être des injecteurs qui lâchent ou machin, les filtres mettent une pré-pompe etc. Enfin on est tout de suite sur des montants à 5000, 6000 € de réparation, ce qui aujourd'hui sur un Tucson par exemple, ça va être un Tucson de 10 ans, c'est plus ou moins ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché, enfin 10-12 ans, hein, c'est plus ou moins ce qu'il vaut sur le marché. Et malheureusement c'est encore une fois une avarie sur laquelle on n'y échappe pas et on peut rien faire, malheureusement c'est comme ça, il faut subir ça. Alors comme la Mazda tout à l'heure, cette avarie de pompe, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, le moteur en général lâche entre 100 et 120 000 km. Tous les 100-120 000 vous êtes obligé de changer le moteur pour plusieurs milliers d'euros. Si vous achetez un moteur d'occasion qui est à 70 000, vous êtes à peu près sûr qu'il va tenir 50 000 et puis vous recommencerez le truc. Et si vous mettez un échange standard ou un neuf aujourd'hui, c'est pareil, ça recommencera. Il y a un défaut de conception et c'est comme ça. Donc les pompes, les réservoirs, alors je sais que certains changent les réservoirs sur certains véhicules en mettant des réservoirs d'une autre matière, etc. Mais ça vaut une fortune. Et du coup, c'est encore une fois pour moi, c'est pas gage de fiabilité d'avoir des problèmes comme ça, des grosses erreurs de conception comme ça sur des véhicules. Avoir ce type d'erreur, franchement, c'est problématique. Donc là, on arrive sur le podium, sur les choses de qualité. On rentre sur les choses plus courantes. Et ça va être le fameux moteur type H de chez Nissan, associé à la cylindrée 1 litre de turbo. Donc c'est un moteur qu'on a souvent associé à Renault, mais en fait c'est un moteur Nissan. Et là pour le coup vous avez certainement entendu parler, si vous êtes un peu au fait de l'automobile, des problèmes de 1 litre de TCE ou DIG-T pour Nissan. Donc c'est un moteur qu'on a vu un peu partout, c'est un moteur de conception Nissan du début des années 2000. C'est un moteur qu'on a retrouvé avec différentes cylindrées qui étonnamment posent pas de problème sur d'autres cylindrées, en 1 litre 4, en 1 litre 6, en 1 litre 8, etc. Par contre le 1 litre 2, là il va pas, c'est comme ça.
puisque il aspire l'huile par différents conduits. Ça se retrouve dans l'admission, ça se retrouve dans le turbo, ça se retrouve un peu partout sauf là où ça doit être, et du coup c'est rupture du moteur et ça pose de nombreux soucis puisque c'est pareil, ça vous entraîne souvent une casse moteur, puisque les gens font pas forcément attention à leur consommation d'huile, mais on a une consommation d'huile dès 30-40 000 km, des fois c'est même avant, parfois c'est un peu plus tard, mais c'est vraiment un problème assez courant, assez régulier, et du coup ça a impacté d'autres marques du groupe Renault-Nissan, puisque ça a impacté Renault évidemment, ça a impacté Dacia, ça a impacté Nissan, et donc ce moteur Nissan était très mal conçu. Je rappelle aussi, on pourrait associer à ce 1 litre de turbo le 1 litre 2 atmosphérique de la Nissan Micra à un petit plaisir. C'est pareil, c'est une merde sur roue ce truc. Le moteur il casse tout le temps, la chaîne, les guides ils pètent, les tendeurs ils pètent, bref les chaînes elles pètent, voyons moteur, la voiture elle s'immobilise, et tout ça c'est le 1 litre de Nissan. Donc c'est une très belle pièce, une très belle mécanique, une très bonne qualité. Encore une fois c'est quelque chose qui n'a pas été réparé aujourd'hui, et qu'on vienne pas me dire c'est Renault, c'est Renault. Renault il avait un 1 litre de TCE avant qui était basé sur le D7F, qu'ils avaient monté entre autres sur la Clio 3. Ce moteur là il a zéro problème, les Twingo GT première du nom c'est pareil, aucun problème. Et après ils ont eu la bonne idée de lancer ça sur la Mégane 3, c'est 1 litre de TCE d'origine Nissan, magique, c'était un moteur à chaîne, et puis il est impacté par une tonne de problèmes, et on l'a sur Nissan Pulsar, on l'a sur Nissan Qashqai, Nissan Juke, je sais même plus quel type de Nissan on a, mais en tout cas ces trois Nissan là se sont plutôt pas mal vendus avec ce moteur là, et en après-vente les personnes se tirent les cheveux, et évidemment les propriétaires c'est encore pire, parce que c'est eux qui essuient des factures. Alors je dirais pour les plus modestes on va être à 2000-2005, et parfois ça peut aller à 5-7 000 euros, encore une fois la valeur de la voiture, donc c'est bien. Et pareil pour la Micra, un moteur à chaîne, 1 litre 2 16V, 60 chevaux ou 70 chevaux, je sais plus ce que ça fait, enfin un petit moteur comme ça. Le 1 litre 4 pas de problème, le 1 litre 2 c'est une vraie daube. Et évidemment qu'est-ce qu'on a vendu en Nissan Micra en France au milieu des années 2000, on a vendu beaucoup d'1 litre 2, et du coup ça casse. Voilà, donc Nissan 1 litre 2, la qualité il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. À la deuxième marche du podium, on va retrouver encore une fois Nissan qui nous ont gratifié d'une magnifique transmission, puisqu'on ne parle pas que de moteur, tout à l'heure on parlait des pompes à injection des coréennes et de Mitsubishi entre autres. Nissan qui nous a concocté une délicieuse transmission CVT X-Tronic sur certains modèles haut de gamme comme le Murano. Alors ils ont eu la délicatesse en France de ne pas proposer de modèles, beaucoup de modèles avec cette transmission là. On a quelques, je crois que les quelques Qashqai longs, quelques X-Trail, mais du coup c'est de la diffusion confidentielle. C'est surtout le Murano qu'il a eu associé à ce 3 litres 5 essence. Donc on avait la belle voiture, la belle Nissan avec une belle motorisation, et donc la transmission CVT, c'est une petite transmission à boîte automatique. C'est une boîte automatique avec c'est une transmission un peu par courroie. Bon, je fais exprès de simplifier les termes pour que ce soit digestif pour l'ensemble, parce que c'est déjà des vidéos très longues avec beaucoup de termes techniques, mais j'essaye de pas trop rentrer dans les détails à chaque fois. Et donc cette transmission Nissan CVT X-Tronic, elle a un défaut qui également coûte plusieurs milliers d'euros. Souvent on voit on voit souvent des Murano sur le carreau à cause de ça, et donc ce problème, c'est bien. Ça c'est un beau coupage de gueule. Sa plaque en même temps c'est caca, donc c'est normal. Il a le droit. Franchement j'écris pas dessus, sa plaque c'est caca.
le Murano, entre autres, cette transmission CVT, donc elle pose problème. Et comment détecter ce problème là? En fait, quand vous commencez à accélérer, la voiture n'avance pas, et puis elle va avancer quelques secondes après, et puis souvent elle va pas aller très rapidement, elle va pas rouler très vite, elle va se bloquer. Bref, la transmission elle est morte. Alors c'est souvent alors parfois c'est le robot, parfois c'est les espèces d'embrayage à l'intérieur. Bref, il y a rien qui fonctionne dans cette boîte. C'est souvent des remplacements. Alors évidemment, une transmission CVT sur un Nissan Murano ou sur un X-Trail, c'est pas donné. Puis évidemment, on la trouve pas à la case du coin, parce que des Murano et des X-Trail, il n'y en a pas une tonne. Et en plus de ça, souvent quand elles sont à la case, c'est parce que la boîte elle est morte. Donc il faut l'acheter neuf en échange standard. C'est une facture, encore une fois, à plusieurs milliers d'euros. Et en plus de ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez revenir forcément. À savoir que Nissan a été condamné pour leur très beau travail par la justice canadienne, entre autres, parce que évidemment là-bas ils sont nettement plus friands que nous déjà de véhicules japonais. Ils en achètent beaucoup plus que nous. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça reste l'Amérique du Nord, donc ils sont très friands de véhicules à boîte automatique. Des véhicules à boîte automatique japonais et Nissan, il y en a des pelles et des pelles, et du coup il y a eu énormément de propriétaires floués au Canada, ce qui a alerté évidemment les associations de consommateurs et les associations automobilistes, et l'État canadien a évidemment condamné et a demandé réparation aux constructeurs. Ça, je pourrais vous laisser regarder sur internet, vous verrez. Tout ce que je dis, c'est pas de la flûte, on trouve les infos assez facilement. Après, je m'appuie un peu sur mon expérience personnelle, mais évidemment, malheureusement, ça se vérifie. Et il faut être extrêmement précautionneux avec ces transmissions automatiques de chez Nissan. C'est vraiment pas du gâteau. Et là, on va toucher, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le truc, vraiment la qualité, qui là pour le coup a été vendu en grande quantité en France, qui a une image de marque en béton armé. C'est le constructeur qui quasiment, du moins très souvent, se bat pour être le plus gros vendeur de voitures au monde. Vous l'aurez compris, Toyota. Toyota nous a fabriqué un délicieux moteur diesel à 2,2 litres que l'on a vu évidemment de manière très importante en Europe. C'est un moteur qui est sorti en 2006. Je crois qu'ils le font encore. J'ai pas tout à fait l'information, mais en tout cas ils le faisaient encore très récemment. Le fameux 2,2 litres des 4D qu'on a vu à toutes les sauces, à toutes les puissances. Je crois qu'on l'a vu en 115, 126 chevaux, 136, 140, 150, 177. On l'a vu à toutes les couleurs, toutes les sauces, ce magnifique moteur. Et c'est un moteur donc fait par le constructeur japonais Toyota, qui a équipé donc les Auris, les Corolla, la Corolla Verso. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a les A26, les A26 Break. Enfin bref, il y a eu la collection complète. Donc du milieu des années 2000 jusqu'à peut-être tout récemment, peut-être qu'ils le font encore. Et il casse dans tous les sens ce moteur, tous les 100 000 km. Alors ça commence parfois par des consommations d'eau. En fait, ça commence souvent, on commence à avoir des petites taches blanches sur le cache moteur. On lève le capot et puis un jour on voit des petites taches blanches. Bon ça c'est la première tumeur de ce moteur là. On se dit tiens, c'est bizarre, puis en fait c'est des gouttes qui doivent ressortir du liquide de refroidissement, ça doit monter en pression. Et en fait le bas moteur et la culasse sont en alliage léger, et la plupart des moteurs, alors la fabrication est en fonte et en culasse, en fonte pour le moteur et en culasse, en alu pardon, je vais y arriver pour la culasse. Sauf que là ils ont décidé de faire un toute matière légère. Mais le problème c'est que le moteur il doit pas résister à la chaleur ou à la pression, enfin je sais pas à quoi il résiste pas, et du coup il casse. Donc ça commence par les petites taches. Après ça va être de la consommation de liquide de refroidissement, et puis après une fois que la consommation de liquide de refroidissement elle est un peu plus importante, des fois on a du mal à démarrer, ou alors avant le démarrage il durait 1 seconde 30 et puis maintenant il dure 3 secondes. C'est les petites alertes comme ça qui
qui donne envie, ou alors le petit bruit de liquide de refroidissement dans le tableau de bord. Ah, ça c'est vraiment la qualité. Et bah du coup on vous change le moteur, mais ça recommence. C'est un problème infini. Et évidemment il y a eu 1 tonne de plaintes, sans dire association de consommateurs. Pendant très longtemps, Toyota a fait la sourde oreille à ce sujet-là. Il y a eu quand même quelques prises en charge, évidemment. Mais souvent, tendu plusieurs fois, je vais y arriver, c'est que le constructeur, en fait, il proposait de racheter la voiture et puis de vous donner une hybride à la place, parce qu'évidemment, l'hybride chez Toyota, ça marche bien. Mais quand vous n'avez pas les moyens d'acheter une hybride, de racheter une voiture neuve chez eux, bah, vous êtes contraint et forcé de la réparer, de la jeter ou d'en faire ce que vous voulez, mais de ne plus rouler avec, puisque de toute façon la voiture ne roule plus. Et si vous réparez, c'est 5000 le moteur. Voilà, c'est un chiffre rond, c'est bien, c'est 5000. Donc quand on voit le prix des Corolla Verso aujourd'hui, ça vaut 4000 à peu près, un Corolla Verso propre, diesel, machin, avec les kilométrages qu'ils ont aujourd'hui, 150, 180 000 km. Sauf qu'en général, ils ont déjà mangé un moteur. Et quand le mec il met 4000 balles dans un Corolla Verso, en pensant j'achète japonais, j'achète fiable, j'achète machin, bah en fait il va rouler 50 000 km ou 40 000 km et puis il va se retrouver à faire un autre moteur. C'est beau. Moi ça me plaît. Donc évidemment, il y a plein de voitures, japonaises qui sont fiables. Il n'y a pas de problème avec ça. Ou increvables, parce que certains aiment bien dire increvables. Il y a plein de voitures japonaises qui sont increvables, mais il y en a aussi pas mal qui posent problème. Alors j'ai essayé de prendre des modèles courants et des modèles qui ne sont pas des voitures de sport, puisque on aurait pu parler de plein d'autres modèles, mais qui ont des utilisations vraiment plus exclusives et qui du coup peuvent être impactés par des problèmes en série. Autre chose, j'ai parlé vraiment de pannes vraiment immobilisantes et vraiment très coûteuses, vraiment des trucs qui peuvent être une vraie plaie pour n'importe qui achèterait cette voiture, puisqu'aujourd'hui elles sont plus garanties par le constructeur. Donc c'est plus une alerte. J'ai rien contre les voitures japonaises, j'ai rien contre les voitures allemandes, françaises ou autres, je m'en fous, c'est pas à ma mère, encore une fois. C'est juste un constat de pas forcément s'arrêter sur la prétendue fiabilité de ces voitures japonaises. Il y en a 1 tonne qui ont des soucis. Donc il faut faire attention, c'est une alerte, il faut faire attention à pas se jeter juste à la réputation. Il faut vraiment éplucher, quelle que soit la marque du véhicule, etc. Il faut vraiment éplucher, se renseigner. Et pour éviter, encore une fois, les mauvaises surprises, parce qu'elles arrivent vite. Du coup, si vous êtes quand même intéressé par un de ces modèles-là, pourquoi pas. Maintenant, vous êtes prévenu et vous savez qu'il faut regarder à 2 fois et être très attentif. Et puis, si vous êtes propriétaire de cette voiture et que vous n'avez jamais eu ce souci-là, bah écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Allez au loto, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai vu des tonnes. C'est ma petite expérience personnelle qui parle, mais il suffit aussi de regarder sur internet pour voir que ce problème-là est malheureusement très courant, très récurrent. Enfin, ces problèmes-là. Voilà, en espérant que cette vidéo vous sera utile. J'ai encore beaucoup parlé, très longtemps aussi, mais c'est pour la bonne cause et j'ai essayé de simplifier au maximum. Si vous êtes encore là, merci à vous. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à parler, retour d'expérience aussi, ça peut être intéressant pour les autres personnes. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram. Merci à vous, à bientôt.